enregistrer. On va voir si ouais, vous êtes en train de… Voilà, c'est bon, je crois que ça enregistre. Donc, on va commencer par ce petit exercice qui reprend vraiment le savoir-faire de base. Alors, ici, on vous présente deux composés, enfin, on vous présente un composé qu'on a dessiné deux fois, mais en fait, c'est le même composé. Alors, c'est un exercice très théorique, hein, puisqu'en gros, c'est un composé qui contient une fonction amine, ensuite des groupes ici, bon, inconnus, ici, il y a marqué x, 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 pour dire, en gros, il y a une chaîne, quoi. Bon. Et de l'autre côté, une fonction acide carboxylique. Et on vous dit, à partir de cet aminoacide, on arrive à faire un polymère. Selon vous, quelle sera la structure de ce polymère? Donc, on ne vous dit pas comment on fait. Hein. Il y a peut-être plusieurs étapes, mais en tout cas, on vous dit juste qu'on va faire un polymère à partir de ce composé-là. Donc, je vous laisse réfléchir et essayer d'écrire par vous-même, essayez vraiment de le faire par vous-même, la formule du polymère qu'on va obtenir. De la même façon, question 2 ici, on vous dit cette fois, on fait réagir deux composés différents. On fait réagir ce composé. Est-ce que quelqu'un, peut-être en participant à l'oral, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la fonction chimique qu'il y a dans ce composé-là? Vas-y, Léa. Un anhydride d'acide. Exactement. Très bien. Donc, attention à ne pas dire ester, hein, mais bien anhydride d'acide. Donc, ici, il est cyclique. Hein. Et donc, on sait très bien que les anhydrides d'acide peuvent réagir avec les alcools pour former des esters. Et donc, la question, c'est si on fait réagir ça avec ça. Donc, ici, hein, les sortes de traits un peu courbés, là, ça veut juste dire qu'en gros, on ne détaille pas la molécule. C'est vraiment des exercices très théoriques. Mais si on fait réagir un composé de ce type avec un diol ici, pareil, avec une chaîne ici non détaillée, quel type de polymère on peut obtenir selon nous? Et enfin, question 3. Cette fois, c'est en sens inverse. On vous donne un polymère et on vous demande quels ont été les monomères utilisés pour le fabriquer. Donc, dans ce cas-là et dans ce cas-là. Je vous laisse y réfléchir chacun sur une feuille et on essaie de répondre ensemble dans 5 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez eu le temps de faire les 3 questions? Oui. Eh bien, c'est parti. Alors, comment on fait? Est-ce que je vous…
peut-être on va, même si ce n'est pas forcément facile de décrire des molécules à l'oral, on peut au moins donner des éléments de réponse. Est-ce que quelqu'un veut bien commencer en présentant à l'oral des éléments de réponse pour la question 1? Léa, par exemple, tu as répondu quoi pour la question 1? Que du coup, on avait la formation d'un amide dans Ouais. un premier temps. Et du coup, quand on fait une polymérisation, on a une chaîne avec un amide et une cétone. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, c'est oui, exactement. Donc là, si je présente ici le résultat, hein, donc en effet, quand on prend 2 fois cette molécule-là, on peut imaginer que dans des conditions adéquates, on arrive à faire une fonction amide. Donc on aurait en gros la molécule reliée ici, NH, et ensuite la même molécule, avec donc libération de H2O. Et si on fait ça de façon répétée, eh bien, on obtiendra un polymère qui aura cette allure-là. Donc voilà pour la question 1. Alors pour la question 2, est-ce que quelqu'un veut donner des éléments de réponse? Ou alors des questions, si vous n'avez pas réussi. Il y a Corinna qui lève la main. Vas-y, Corinna. Moi, j'aurais ajouté une branche sur l'une des, enfin, sur un côté du cycle. Mais, Là? oui, ou sinon, je l'aurais relié au O. J'aurais transformé la double liaison du O en une liaison simple. Et, enfin, Tu n'aurais pas fait l'ouverture plutôt parce qu'en fait là, ça va faire addition nucléophile suivie d'élimination et le cycle s'ouvre en fait. ok, ok. Bah, dans ce cas-là, bah oui, dans ce cas-là, ça fera une ouverture alors. Et, Voilà, c'est ça. ok. Steve, tu voulais dire quoi toi? J'avais une question pour la première. Si ce n'était pas plutôt une réaction acide-base? Alors, tu as tout à fait raison, Steve. Et en même temps, du coup, ce n'est pas l'esprit de l'exercice. Donc, tu as tout à fait raison sur le fait qu'a priori, quand on regarde les pKa de l'amine et de l'acide carboxylique, si on se met dans des conditions de réaction standard, on va avoir une réaction acide-base et on va mettre ici un NH3+, ici un CO-, et en fait, on ne va pas réussir à former l'amide. Ça, c'est vrai. Maintenant, ça, c'est dans les conditions, je dirais, classiques de chimie douce au laboratoire chimie fine. Quand ils sont en industrie, ils vont utiliser des catalyseurs particuliers, ils vont utiliser des températures beaucoup plus élevées, ils vont utiliser des conditions qui vont permettre de forcer la formation de la fonction amide, et donc ça va marcher leur polymérisation. Tu vois l'esprit de l'exercice? Oui. Mais Okay, tu as d'accord. tout à fait raison sur le fait que si on essaye de le faire, nous, comme ça, juste dans un bécher à température ambiante avec un solvant organique classique, ça ne marchera pas. Il faut en fait utiliser des conditions particulières pour déclencher cette réaction. Mais ça existe. En fait, on peut forcer la formation d'un amide. Surtout en éliminant l'eau, en fait. Hein. C'est surtout des conditions de température qui vont permettre de virer H2O et qui vont en gros tirer la réaction dans ce sens-là. Il y aura toujours une élimination de l'eau? Ben, disons que quand une réaction comme ça qui forme un dérivé d'acide est difficile, en retirant l'eau du milieu au fur et à mesure, automatiquement, tu aides la réaction puisque tu vas déplacer l'équilibre dans le sens de la formation de l'amide. D'accord. Là, je n'ai pas compris du coup pourquoi est-ce qu'on avait un C double liaison O et un NH. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, le C double liaison O, il est relié à ce NH. Et ça tourne à l'infini comme ça. D'accord. Tu comprends la notation avec les parenthèses et petit n? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que le COOH il devient un C double liaison O. Ben, c'est juste qu'au lieu d'avoir un C double liaison O OH, on a un C double liaison O NH. Parce qu'on est passé de acide carboxylique à amide. D'accord, ok. Tu vois, là, en fait, c'est un C, double liaison O, simple liaison OH. Et le N ici, il est venu faire addition, élimination. Donc, il a éliminé H2O. Enfin, il a éliminé le OH ici, et puis il y a le H qui était sur le N qui est éliminé. Et du coup, ça fait C double liaison ONH, et H2O est parti. D'accord. C'est bon, ça clarifie ou pas? À peu près. Ouais. Ce qu'il faut vraiment, moi je sais que ce chapitre-là, le chapitre sur les dérivés d'acide, vous l'avez bien appris et bien compris au moment où on l'a fait.
Mais ensuite, il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient un peu oublié. Donc, il faut vraiment que vous le révisiez avant le concours, ce chapitre. De façon générale, tous les chapitres, mais je pense à celui-là en particulier parce que je trouve qu'il a été un peu oublié. Je l'ai vu par l'intermédiaire de Cole ou de choses comme ça. Et là, même, tu vois, les questions que tu poses, on voit que tu n'es plus trop au point sur la formation des dérivés d'acide. Revoyez bien ce chapitre-là. Bon, toi, Steve, tu ne seras peut-être pas concerné directement, mais je te parle en général. Alors, on en était où? Oui, donc pour le deuxième, à nouveau, toujours dans ce chapitre sur les dérivés d'acide, hein, on a un anhydride ici, on a un alcool ici, donc il peut se passer une addition nucléophile suivie d'élimination. Autrement dit, cet alcool, il peut aller attaquer là, on obtient ici au moins en tant qu'intermédiaire, puis reformation de la double liaison et départ de cette liaison-là, qui fait qu'on obtient en gros cette molécule-là. Il y a juste un petit équilibre acide-base à faire à la fin pour obtenir ça. Est-ce que cette étape-là, c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, nous dit Roxane. Donc, une fois qu'on a compris cette étape-là, on voit qu'ici, on a en bout de chaîne une fonction alcool, sûrement alcool primaire, hein, même si on ne détaille pas la notion, la nature de la chaîne. Ici, en bout de chaîne, on a un acide carbo. Alcool et acide carbo, on sait que ça peut aussi faire un ester si on le met dans les bonnes conditions. Autrement dit, on va pouvoir, à l'infini, du coup, accrocher à chaque fois une chaîne comme ça, eh bien, de sa partie gauche sur la partie droite d'une chaîne à côté, etc., etc. Et on va se retrouver avec un copolymère alterné qui aura, en gros un motif global qui aura cette allure-là. Donc, vous voyez, profitez du fait qu'on fait le chapitre sur les polymères pour essayer de vous remettre en tête le chapitre sur les dérivés d'acide. Parce qu'il y a quand même pas mal de polymères qui sont faits par polymérisation de dérivés d'acide. Alors, la dernière question maintenant, c'était plutôt de la polymérisation d'alcène. Donc, on l'a là, voilà. Je vais le mettre comme ça. Donc, si je pars de cet alcène-là, quand il va polymériser, en gros, la liaison pi se casse pour pouvoir former une liaison à droite et à gauche avec un polymère, avec un alcène similaire. Et donc, c'est comme ça qu'on va obtenir la macromolécule avec un motif ici, qui est en gros exactement cette molécule, mais où on a retiré la liaison pi et puis on a ajouté une liaison à gauche et à droite des carbones qui formaient la liaison pi. L'autre, donc, ah oui, alors ici, ce qu'on vous demandait, c'était, on vous demandait, on partait de ce polymère-là, on vous demandait quel était le monomère. Donc, quand on voit le polymère qui est comme ça, on se dit, OK, pour obtenir le monomère, je casse la liaison ici, je casse la liaison ici, et je les remplace par une double liaison entre les deux carbones. Le dernier, c'était ce polymère-là qu'on vous donnait. Donc ici, on voit que c'est un polymère avec fonction ester au milieu, et puis on voit aussi une fonction ester donc, qui est lors de la sortie de la parenthèse. Ici, hop, on revient sur un oxygène, donc on revient sur un ester. Donc c'est sûrement un acide carboxylique et un alcool. Enfin ici, du coup, un diacide carboxylique et un diol qui ont été utilisés pour former ce polymère. À noter que dans l'exercice, si je reviens sur l'énoncé un petit peu, on voit qu'ici, ils ont choisi de mettre quelque chose à la sortie de la parenthèse, alors que là, il n'y avait rien. Donc ça, ce n'est pas grave. Quand ils mettent quelque chose, ça vous indique juste la nature du bout de la chaîne, mais il ne faut pas en tenir compte pour la nature du motif. Le motif, quand vous partez de l'oxygène là, vous arrivez à ce carbone-là, en fait. Le H qui est dessiné là, c'est juste, si on imagine le bout de la chaîne, c'est-à-dire le dernier atome d'oxygène tout à droite, lui, il sera relié à un H. Mais sinon, l'oxygène là, pour tous les autres motifs, il est relié à ce carbone-là. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non. Ok, Est-ce nickel. que vous pouvez afficher de nouveau la question 3, s'il vous plaît, la correction? Ouais. Alors, attends, je vais trouver ça. Voilà. Ok, merci.
Donc voilà, là c'était vraiment, je vous dis, il y a deux grands cas classiques en général. Soit c'est fait à partir d'alcène, soit c'est fait à partir de dérivés d'acide. Donc il faut les repérer et savoir faire dans ces cas-là. Et alors, si c'est fait à partir de dérivés d'acide, en général, on vous demandera peut-être un peu de mécanisme, un peu d'explication en utilisant le chapitre sur les additions nucléophiles suivies d'élimination. Si je continue le TD, on va continuer tout de suite à s'entraîner sur ce thème-là, mais avec l'exercice numéro 1, là, qui est un exercice un peu plus de réflexion, mais qui... je vais zoomer dessus un petit peu. Il est là. Voilà, mais donc un exercice de réflexion sur le nylon, où on vous dit donc la structure du caprolactame, cette molécule-là, qu'on appelle aussi l'hexano-4-lactame, est indiquée ci-contre. Ici, on reconnaît quel type de fonction? Vas-y, Steve. Amide. Voilà, tout à fait. On voit un amide ici qui forme un cycle. Alors, la première question, c'est un peu une question de révision indépendante du chapitre sur les polymères. Écrire l'équation de l'hydrolyse du caprolactame. Donc, l'hydrolyse de cette amide, que donnera-t-elle? La question 2, c'est en quoi le produit obtenu est susceptible de jouer le rôle de monomère? La question 3, c'est écrire l'équation de la formation du nylon 6 à partir de N molécules de caprolactame. Préciser le motif de la macromolécule et la famille de ce polymère. Et enfin, question 4, quelle différence existe-t-il entre le nylon 6, qu'on va former là donc à partir du caprolactame, et le nylon 6,6, qui lui est formé à partir d'acide hexane dioïque et d'hexane 1,6-diamine. Donc à nouveau un exercice entier, juste sur la notion de passer du monomère au polymère et vice-versa, en comprenant donc les mécanismes d'addition nucléophile suivis d'élimination et en les adaptant à la formation de polymères. Je vous laisse vous entraîner. Là, je pense qu'il vous faut bien 5 minutes, peut-être un peu plus, mais on ne vous demande pas de mécanisme ici. Hein. Quand on vous demande l'équation de l'hydrolyse, on vous demande juste un bilan. Donc, c'est quand même pas si long. Je vous laisse réfléchir à ça et on corrige dans quelques minutes.
Alors, Steve, je t'écoute si tu as une question. Je ne vois pas trop comment est-ce que le composé pourra réagir avec l'eau. Alors, ce qu'il faut que tu te souviennes, Steve, toujours, hein, je rappelle ce chapitre, addition nucléophile suivi d'élimination, c'est que tous les dérivés d'acide peuvent s'hydrolyser et redevenir des acides carboxyliques. D'accord, ok. En gros, tu vas remplacer la liaison CN par une liaison CO qui va se faire avec l'oxygène de H2O, parce qu'il va faire addition nucléophile suivi d'élimination. Comme ça, il va pouvoir éliminer le groupe NH, quoi, et le remplacer par un groupe OH. Et du coup, est-ce que la molécule elle s'ouvre ou pas? Eh bien oui, tu vas avoir ouverture du cycle. Ok, d'accord. Merci. Ça, c'est un truc, souvenez-vous-en bien, parce que c'est la définition d'un dérivé d'acide. Un dérivé d'acide est un composé qui, quand on l'hydrolyse, c'est-à-dire quand il réagit avec l'eau, peut se retransformer en acide carboxylique. Est-ce qu'il y en a qui sont bloqués, qui n'y arrivent pas du tout? Ça va. J'ai une question. Oui. Pour la formation du nylon, il faut qu'on utilise celle qu'on a trouvée à la question 1 ou le gros, le gros cycle. En fait, la question 1, elle t'aide à comprendre, ça donnera le même résultat, en fait, quelque chose que tu prends. Que tu prennes le cycle ou que tu prennes ce qui est obtenu par son hydrolyse, ça donne le même polymère. Et donc, en fait, ils t'ont posé cette question à la question 1 et 2 pour t'aider à comprendre, du coup, ce qu'on obtient à la question 3. Ok, ok, ok. Mais en gros, pour trouver la réponse de la question 3, tu utilises plutôt le produit obtenu après hydrolyse pour faire le raisonnement. Ok. Abdel Samad, tu as une question? Oui, c'est pour la question 4. Le nylon 6, c'est ce qui est fait à partir du caprolactam et le nylon 6,6, c'est ce qui est formé à partir de l'acide de l'hexane. C'est ça. Ok.
On passe à la correction ou alors vous voulez encore un peu de temps? Allez. OK, correction. Donc, du coup, question 1, écrire l'équation de l'hydrolyse du caprolactam. Est-ce que quelqu'un à l'oral peut dire ce qu'on obtient? Ça peut vous entraîner aussi un peu à la nomenclature. Quel est le nom de la molécule obtenue? Abdesamad, tu as obtenu quoi, par exemple? Ah, il y a Roxane qui va répondre. J'ai Vas-y, Roxane. obtenu. Ah bah, ok. Roxane? Si Abdé, vous l'avez, tu peux. Bon, bah, OK. Vas-y, Abdesamad. Roxane fera une question après. Ça va casser le cycle. D'un côté, on aura un groupe amine en bout de chaîne. Ouais. Et de l'autre côté de la chaîne, on aura un acide carboxylique. Voilà. Et comment tu appellerais cette molécule, du coup? Il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'hexa. Non, c'est l'hexamine. Donc, c'est l'acide Ouais. 6 hexamine. Non, Alors, en effet, c'est un acide hexane hexanoïque. 6-amine. C'est un acide hexanoïque qui a une fonction amino en position 6. Mm. Ça donne acide 6-amino hexanoïque. Ok. Donc, tu étais presque. Hein. Donc, à bien savoir nommer ça, hein, parce que ça fait partie des acides aminés. Vous savez, on a eu une analyse documentaire dessus. Ça fait partie des choses que vous devez savoir normalement connaître. Donc, on obtient en effet l'acide hexane, 6-amino-hexanoïque. Question suivante. En quoi le produit obtenu est susceptible de jouer le rôle de monomère? Autrement dit, en quoi il peut réagir à gauche et à droite avec une autre molécule? Est-ce que tu veux répondre, Roxane? Je peux essayer. Après, je sais pas Je peux si vous c'est le la bonne montrer déjà. Donc, ça, justification. voilà, on obtient quand on fait l'hydrolyse donc cette molécule-là. Et en quoi ça peut jouer le rôle de monomère? Du coup, les deux côtés, la molécule peut réagir d'un côté avec l'acide carboxylique et de l'autre avec la fonction amine. Ben voilà, tout simplement. On voit bien qu'elle peut Ok. réagir avec d'autres molécules identiques à elle-même, à la fois à Mhm. gauche et à droite. Et donc ça va pouvoir faire un polymère. Hein, le produit obtenu peut se lier à sa gauche et à sa droite à deux molécules identiques grâce aux fonctions amine et acide carboxylique. Et du coup, quel polymère ça va former? Alors, du coup, ce composé-là, on voit qu'il peut former un polymère. Et en gros, ce que vous indique l'exercice, c'est que du coup, c'est comme ça qu'on peut comprendre le polymère qu'on forme à partir du caprolactam. Je vois que Steve, tu lèves la main, tu as une question? Oui, j'arrive vraiment pas à saisir pourquoi est-ce que le H2O va ouvrir le cycle et ensuite ça va donner un acide carboxylique. J'arrive vraiment pas à Alors, saisir. est-ce que tu vois ma souris là? Oui, Donc, tu vois, l'oxygène, il a un doublet non liant. On peut imaginer qu'il attaque ce carbone électrophile-là et que ici, la double liaison, elle vienne sur l'oxygène. Ça, c'est une réaction d'addition. d'accord, On obtient donc OH plus accroché au carbone là, et puis ici O-. d'accord. Et ensuite, le O-, hop, un des doublets du O- se rabat pour reformer la double liaison. Et on a rupture de cette liaison-là avec élimination d'un groupe NH-. Et ça ouvre le cycle. C'était une réaction qu'on avait vue en orga ou pas? C'est la réaction d'addition nucléophile suivie d'élimination. Il y a un chapitre là-dessus. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Je crois que c'est O9, je crois, le chapitre. Je vérifie exactement le numéro du chapitre. Il me semble que c'est O9. Ouais, O9, tu vois, dans tous les chapitres d'orga, chapitre O9, AN plus E,
où on parle des dérivés d'acide et de leur hydrolyse. Donc, du coup, une fois qu'on sait qu'on a ça, on sait que donc on peut hydrolyser cette fonction amide, on peut en créer des nouvelles, mais cette fois à gauche et à droite. Donc, on peut en déduire que à partir du caprolactame, on peut former donc par hydrolyse ça, et à partir de ça, on peut former un polymère dont on écrirait la macromolécule et le motif de cette façon-là. Ça, c'est le nylon 6. Bah oui, Steve, à mon avis, c'est que tu as un peu oublié ce chapitre. Alors, si on devait dire à quelle famille de polymères appartient ce polymère-là, on dirait qu'il appartient à la famille des polyamides. En fait, souvent, on va nommer les polymères en disant, enfin, le polymère lui-même, hein, c'est poly plus le nom du monomère. Mais sinon, quand on veut parler d'une famille de polymères, souvent, on nomme cette famille par la nature de la liaison qui relie les motifs entre eux dans la macromolécule. Donc ici, comme c'est une liaison amide, on dit que c'est un polyamide. Si c'était une liaison ester, ce serait un polyester, etc. etc. Si c'était un alcène, ce serait un polyène. Bon, en général, c'est une histoire de type de liaison. Dernière question. La dernière question, c'était quelle différence existe-t-il entre le nylon 6 et le nylon 6,6? Donc ici, on vous parle du nylon 6,6 qui est fait à partir d'acide hexane dioïque, donc ça veut dire 2 fonctions acide carboxylique, et d'hexane diamine, 1,6, donc qui est cette molécule-là. Donc ici, ça veut dire qu'il va y avoir formation à gauche et à droite de fonctions amides, et qu'on va avoir ici un copolymère alterné, dont le motif va être celui-ci. Donc on voit que le nylon 6,6, finalement, il n'a pas le même motif que le nylon 6. Et on voit pourquoi on l'appelle 6,6, parce qu'en fait, dans son motif, il y a 2 fois 6 carbones qui correspondent aux 2 petits blocs du copolymère alterné. Enfin, ce n'est pas des blocs, mais aux 2 petites molécules qui sont reliées entre elles dans le copolymère alterné. Abdesamad, tu as une question? Oui, la différence, je l'ai saisie, mais je ne vois pas pourquoi pourquoi le nylon 6,6, par exemple, on ne l'appelle pas le nylon. En fait, c'est 2 fois un nylon 6, quoi, le nylon Et non, ce n'est pas 2 6,6. fois un nylon 6, parce que tu vois, dans le nylon 6, tu as double liaison CO, puis liaison NH, puis double liaison CO, puis liaison NH, puis double liaison CO, puis liaison NH. Alors que là, tu as double liaison CO, puis double liaison CO, puis liaison NH, puis NH, puis double liaison CO. Tu vois, ça, c'est pas la même alternance. Là, ça fait O-N-O-N-O-N-O-N, alors que là, ça fait O-O-N-N-O-O-N-N. Au final, Ah oui, c'est d'accord. pas la même molécule. Ouais. Il faut que je la déplie pour. Voilà, il faut prendre le temps de bien regarder les subtilités. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Et donc, ben voilà pour la fin de cet exercice, l'exercice 1. Et donc, avec l'exercice d'application qu'on a fait aussi avant, l'objectif, c'était vraiment de vous faire travailler sur donc, le rappel des dérivés d'acide, donc leur formation, leur hydrolyse, et puis adapter cette fois à la formation de polymères et d'être bien précis dans la façon dont on dessine les choses. Et les 4 mots de vocabulaire, je vous ai dit, hein, polymère, macromolécule, motif, monomère, qui sont 4 choses différentes à bien connaître. Alors, fin de l'exercice, on va passer... Ah, il y a encore une dernière question, Steve? Pour la question 3, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment ça se fait que… Ah non. Pour la question 3, tu la comprends grâce aux questions 1 et 2. Il faut imaginer que le caprolactame se transforme en cette molécule, et ensuite, c'est cette molécule qui forme le polymère qui est ici. Ah oui, pourquoi j'arrive vraiment pas à comprendre comment ça se fait que l'acide carboxylique devient une cétone. C'est par rapport à Il ne devient pas une réaction. cétone. Il devient un amide.
Parce que là, tu vois, c'est C double liaison O relié à un N. Ah oui, Donc, comme c'est relié à un N, c'est un amide. d'accord. Il faut que je revoie mes réactions. Ouais, tu reverras ça tranquillement. L'important, c'est qu'on ait mis l'accent sur cet aspect-là pour que tu puisses le revoir. OK. Alors, donc, là, on a beaucoup parlé du tout début, hein, mais qui est, selon moi, le plus fréquent en termes de démarrage. Quand on vous pose des questions sur les polymères, souvent, il y aura des questions sur ça. Donc, qui était, en gros, savoir identifier le motif d'une macromolécule, le ou les monomères qui ont servi à sa synthèse. Soit dans le cas d'un polymère avec LCN, soit dans le cas de copolymères alternés avec une fonction dérivée d'acide. Maintenant, il y a quand même d'autres subtilités qu'il faut ajouter pour bien décrire un polymère. Autre subtilité, c'est la description de l'organisation structurale dans la macromolécule et de l'organisation structurale des macromolécules entre elles aussi éventuellement. Alors, l'organisation structurale dans la macromolécule, donc les types d'enchaînement, on en a parlé, hein. Il y a l'homopolymère, donc c'est le même monomère partout, le copolymère alterné, AB, 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 le copolymère statistique, et ensuite le copolymère à bloc. Ça, c'est le type d'enchaînement. Maintenant, il y a la tacticité. Alors ça, on ne vous demande pas de le retenir par cœur, mais il faut savoir quand même qu'il y a une subtilité à ce niveau-là. Pour ça, je vais reprendre le cours pour vous montrer qu'il peut y avoir quelques subtilités dans la tacticité des polymères. Donc, alors où est-ce que c'était la tacticité? C'était un peu plus loin, je crois, dans le cours. Ce n'était pas là tout de suite. Voilà, l'organisation structurale. Donc, imaginez que vous faites un polymère à partir du propène. On va dans ce cas appeler ça du polypropylène. Eh bien, comme le propène, c'est une molécule qui a une double liaison CC sur laquelle il y a une fonction méthyle, lorsque vous enchaînez les propènes, vous avez deux manières différentes de les enchaîner. Soit vous faites un enchaînement qu'on appelle tête à queue. En gros, si j'appelle la tête le carbone qui porte le méthyle et la queue le carbone qui ne le porte pas, dans un enchaînement tête à queue, on voit qu'on a alternance tête-queue, 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 et donc on a en gros un méthyle tous les deux carbones. Enfin, oui, c'est ça, un méthyle tous les deux carbones. Par contre, si je fais un enchaînement tête à tête, je vais avoir un méthyle suivi de deux CH2, enfin suivi de deux carbones qui n'ont pas de méthyle, ensuite deux méthyles de suite, deux carbones qui n'ont pas de méthyle, deux méthyles de suite, deux carbones qui n'ont pas de méthyle, etc. Et ça aussi, c'est possible en fait. Ça va dépendre des conditions dans lesquelles est réalisée la polymérisation. Est-ce que vous comprenez la subtilité entre ces deux types de polymères? Oui. Donc là, il n'y a rien à apprendre par cœur, à part savoir que ça existe, savoir que c'est compliqué les polymères, et que même si même si deux polymères s'appellent tous les deux polypropylène, il y en a un qui peut avoir un enchaînement tête à queue, l'autre qui peut avoir un enchaînement tête à tête, et du coup, ils n'auront pas les mêmes propriétés. Ça, c'est ce qu'on appelle voilà, la tacticité d'un polymère. Non, ça, ce n'est pas la tacticité, ça, c'est le type d'enchaînement. La tacticité, c'est en lien avec la stéréochimie. Si on imagine qu'on fait un polymère tête à queue avec, par exemple, ici, du polystyrène. Donc, le styrène, c'est une molécule qui a un phényl relié à un alcène. Et donc, cet alcène peut servir à faire une chaîne polymère. Et on va se retrouver avec un polymère comme ça qui a un groupe phényl tous les deux carbones. Et bien là, on voit que de la même façon d'ailleurs que pour le polypropylène qui était ici, on a plein de carbones asymétriques sur ce polymère, puisque chaque carbone ici relié à un phényl est en fait un carbone asymétrique. Vous imaginez le nombre de stéréoisomères de cette molécule-là. Imaginez que c'est une molécule qui possède 1000 motifs, ce qui est tout à fait normal pour un polymère. On peut même avoir des polymères qui ont beaucoup plus que 1000 motifs. Il y en a qui ont 10 000 motifs. Imaginez que c'est une molécule qui a 1000 motifs. Ça fait 1000 carbones asymétriques. Donc, ça fait 2 puissance 1000 stéréoisomères possibles. Alors, quoi que non, il faudrait que je divise par 2. S'il y a 1000... Non, c'est ça. J'ai dit 1000 motifs, donc ça marche. Vous imaginez 2 puissance 1000. C'est carrément impossible à calculer tellement c'est gigantesque. Je pense que si vous tapez 2 puissance 1000 sur votre calculatrice, par exemple, elle ne donne pas de résultat. Donc, heureusement, on est capable de... Enfin, donc, bon, du coup, il y a 3 possibilités d'organisation, en gros, de ce polymère. Tu as une question, Abdesamad?
Oui, le nombre de stéréoisomères, c'est 2 puissance n ou 2 puissance n-2 pour le cas d'un polymère? Pourquoi tu dirais N-2, toi? Pour les carbones en bout de chaîne. Oui, tu as raison, ce sera peut-être un truc comme ça, il faut y réfléchir. Après, en fait, le 2, il sera complètement négligeable parce qu'en général, un polymère, c'est des milliers de motifs. Donc, si on ne fait pas attention au -2 au concours, Et ils ne vous il demanderont compte. jamais le nombre de stéréoisomères en concours. Ah, d'accord. Ok. Tout ce que je voulais vous dire, c'était que c'était gigantesque. Mais on s'en fiche de calculer ça. Donc, en effet, on peut y réfléchir. On peut même réfléchir à un truc un peu bizarre, c'est que, a priori, le carbone qui serait au milieu du polymère, comme il y a le même groupe à gauche et à droite, il n'est pas non plus… Ah oui, si, non, il est quand même asymétrique parce que… Enfin, ça dépend. Ça dépend de la… Franchement, c'est une question compliquée qui n'a finalement pas d'application pratique, en fait. Donc, souvent, ils ne vont pas insister là-dessus. Mais juste pour vous faire prendre en compte le fait qu'il y a plein de possibilités. Alors, quand les gens vont fabriquer le polymère, en fonction des conditions qu'ils utilisent pour le fabriquer, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit ça va être complètement aléatoire, c'est-à-dire en gros, il y aura certains phényls qui seront derrière, certains phényls qui seront devant de façon complètement aléatoire, et on aura un polymère qu'on va appeler atactique. Soit ce sera toujours la même chose, par exemple, tous les phényls sont devant. Donc là, on va avoir une géométrie bien précise et on va dire que le polymère, il est isotactique. Soit on peut aussi imaginer des synthèses qui permettent d'obtenir le phényl un coup devant, un coup derrière. Et dans ce cas, on dit que c'est syndiotactique. Alors, on ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. On ne vous demande pas d'apprendre par cœur atactique, isotactique et syndiotactique. Par contre, au concours, peut-être qu'ils vous donneront un document dans lequel ils expliqueront qu'il y a ces trois possibilités qui existent et peut-être qu'ils vous feront analyser des protocoles et des résultats en lien avec ces choses-là. Donc, il faut que vous sachiez que ça existe pour pas que vous soyez surpris. Vous voyez la complexité qu'il y a quand on fabrique un polymère. Parce que si je reprends l'histoire du polystyrène, quand vous faites un polystyrène, vous pouvez le faire tête à queue ou tête à tête. Hein, de la même façon que ici. Là, ici, on vous présente un tête à queue. Mais on pourrait imaginer un polystyrène où il y aurait 2 phényls, puis 2 CH2, puis 2 phényls, puis 2 CH2, etc. Donc déjà, il y a tête à tête ou tête à queue qui est possible. Et ensuite, une fois que vous avez choisi entre tête à tête et tête à queue, il y a la manière dont les carbones asymétriques sont organisés, qui peut être soit complètement aléatoire, soit tous pareils, soit inversés. Donc au final, vous voyez que juste avec un polystyrène, en fait, on peut faire déjà plein de possibilités d'organisation différentes, et donc plein de polymères qui ont des propriétés différentes. Sans compter en plus, et c'est ça dont on va parler maintenant, de la taille des chaînes, bien sûr. Entre un polymère qui a en moyenne des chaînes de 1000 unités et un polymère qui a en moyenne des chaînes de 10 000 unités, ça va être le jour et la nuit en termes de propriétés. Ça va être complètement différent. Il y en a un qui peut être mou, l'autre qui peut être extrêmement dur, il y en a un qui peut être transparent, l'autre qui peut être opaque. Enfin, il y a énormément de variations juste avec la taille des chaînes ensuite. Est-ce qu'avant qu'on passe à la taille des chaînes, alors attendez, il y a peut-être autre chose qu'on peut dire. Ah oui, ensuite il y a la manière dont… Oui. Est-ce qu'on n'en parle pas après ça? On va d'abord parler de la taille des chaînes, après on parlera de ça. Est-ce qu'avant qu'on parle de la taille des chaînes, il y a d'autres questions sur ce qu'on a dit avant? Du tout. Ok. Alors parlons de la taille des chaînes maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, un polymère, c'est un mélange de chaînes qui ont toutes des tailles différentes, mais qui vont quand même en moyenne avoir à peu près, avoir des tailles qui se ressemblent. Et donc, on va caractériser un polymère à travers des moyennes. Donc, on va caractériser son degré de polymérisation moyen, le DPN, et ça, c'est une formule qui le définit. C'est la somme des fractions molaires fois le nombre moyen de motifs dans chaque chaîne. Donc, si on imagine que, par exemple, alors il y a un exemple ici, voilà, il y a un exemple ici pour que vous voyez concrètement. Si on imagine un polymère qui serait constitué de chaînes faisant soit… alors là, c'est un exemple avec des grammes par mol. Bon, on va continuer les définitions, puis on verra l'exemple après. Donc, il y a le degré de polymérisation moyen. Il y a la masse molaire moyenne. Donc, pareil, on prend la masse molaire des chaînes fois la fraction molaire de ces chaînes-là, la somme donc de tout ça, et puis le degré… Et puis la masse molaire moyenne en masse. Donc, elle, c'est encore une somme, mais c'est la somme des masses molaires
fois la fraction massique de chaque masse molaire. Donc, la différence entre fraction molaire et fraction massique, c'est juste une manière différente de compter la fraction que compte chacune des chaînes. Mais comme on fait la moyenne différemment, on appelle ça soit la masse molaire moyenne en nombre, quand c'est des fractions molaires, soit la masse molaire moyenne en masse, quand c'est des fractions massiques qui sont utilisées pour faire le décompte. Alors voilà, donc un exemple concret, mais alors inventé, hein, c'est un exemple que j'ai inventé. Donc si on imagine un polymère qui serait un mélange de chaînes, certaines faisant 1500 grammes par mol, parce qu'elles sont assez courtes, d'autres 2000 grammes par mol, parce qu'elles sont un peu plus longues, puis après 2500, 3000, 3500, 4000, jusqu'à 5000, avec des proportions qui sont 5% de chaînes qui font 1500 grammes par mol, 10% qui font 2000 grammes par mol, 15%, etc., qui sont en gros des distributions représentées comme ça. Voilà. Donc, si on imagine, alors l'échantillon 1, c'est l'échantillon représenté en bleu foncé. C'est un échantillon avec une distribution bleu foncé. Et l'échantillon 2, c'est un échantillon plus resserré, vous voyez, avec aucune chaîne qui sont toutes petites et un peu plus de proportion de chaînes vers le milieu, vous voyez, vers 3000, 3500. Donc, l'échantillon 1, il a cette distribution de masse molaire et l'échantillon 2, il a une distribution plus fine. Bon, ben, quand je vais calculer la masse molaire moyenne en nombre pour l'échantillon 1 et pour l'échantillon 2, je vais tomber sur la même chose. Je vais tomber en gros sur le centre de ces belles gaussiennes. Donc, ça doit être de l'ordre de 3250, un truc comme ça. Voilà, 3250 grammes par mol. Ce n'est pas surprenant. Par contre, quand je vais calculer la masse molaire moyenne en masse, pour ces deux distributions, je ne vais pas tomber sur 3250, je vais tomber sur forcément quelque chose qui est plus grand que 3250. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Quelqu'un veut donner son avis? C'est peut-être plus stable, non? Ce n'est pas une question de stabilité, non, non. C'est une question de la manière dont on calcule. Si on fait une moyenne en nombre, bon, vous êtes d'accord que là, j'ai pris des distributions qui sont symétriques. Donc, si je regarde la moyenne en nombre, comme là, ah, mais attendez, il y a une faute sur le poly, là, je suis en train de voir. Là, on note les distributions en pourcentage molaire. Et là, il y a marqué WI. Ça, c'est une erreur sur le poly. Attendez, il faut le corriger, ça. Ici, il ne faut pas mettre WI, il faut mettre pourcentage molaire. Donc, c'est les XI ici. Enfin, ouais, ici, c'est pourcentage, quoi. C'est pourcentage molaire. Donc, ouais, petite erreur ici sur le poly. Donc, comme ici, on a des pourcentages molaires et qu'on a quelque chose de bien symétrique. La moyenne, c'est le milieu. Jusque-là, vous êtes tous d'accord. Mais ça, c'est si on fait la moyenne en fraction molaire. Si on fait la moyenne en fraction massique, regardons bien. Par exemple, ce composé-là, les chaînes qui font 4000 grammes par mol. Si on en a 15% en mol, bon, on imagine qu'il y a 15% des chaînes qui font 4000 grammes par mol. Voilà. Si on compare avec les chaînes qui font 2500 grammes par mol, elles sont plus courtes, il y en a aussi 15% en mol. Donc, il y en a autant. Les fractions molaires sont de 0,15. Mais si on considère la fraction massique de ces deux types de chaînes, il y en a autant, certes, mais il y en a quand même une qui pèse beaucoup plus lourd que l'autre par chaîne. Donc, quand on va faire sa fraction massique, on ne va plus tomber sur 15 et 15, mais on va tomber sur une fraction massique qui sera plus grande pour les chaînes plus grosses et plus petite pour les chaînes plus courtes. Est-ce que vous comprenez la logique? Mais monsieur, si on va dire la fraction massique est la même pour... Attendez. Non, la fraction molaire est la même, mais la Molaire. fraction massique, du coup, ne sera pas la même. Ok. Ok, du coup, oui, c'est bon. Tu vois, si je te dis j'ai 10 billes de fer et 10 billes de bois. Bon, il y a Oui. autant de billes de fer que de billes de bois. Par contre, si on regarde en masse,
j'ai plus de masse de fer que de masse de bois parce qu'elles sont plus lourdes, les billes de fer. Oui. Tu vois? Donc là, c'est pareil. Il y a autant de chaînes qui font 4000 grammes par mol que de chaînes qui font 2500 grammes par mol, donc en quantité. Mais par contre, si on fait les fractions massiques, elles prennent plus de place dans la masse totale, les chaînes de 4000, parce qu'elles sont plus lourdes, que les chaînes de 2500. Donc en fait, la distribution ici, qui est une distribution en masse molaire, enfin qui est une distribution en fraction molaire, elle est bien symétrique en fraction molaire, mais si on la fait en fraction massique, elle va être décalée vers la droite, puisque plus une chaîne est lourde, plus en fait on augmente sa fraction massique. Et donc, c'est pour ça que si on calcule les masses molaires moyennes en masse et non plus en nombre, on ne tombe pas